Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier cours sur la machine synchrone. Alors la machine synchrone, c'est un cours assez complet dans le programme de PSI où on va être amené à décrire un stator, un rotor, des champs magnétiques créés par chacun des enroulements sur le stator et sur le rotor, calculer l'énergie magnétique stockée dans la machine, puis calculer le couple afin de démontrer la condition de synchronisme. Donc il y a un certain nombre de démonstrations importantes dans ce cours, mais avant d'attaquer chacune de ces démonstrations, il est important d'avoir une idée d'ensemble sur le fonctionnement et l'idée générale de la machine synchrone, et c'est ce qui va nous permettre ensuite, quand on détaillera toutes les démonstrations, d'avoir un fil conducteur. Donc l'idée de cette première vidéo, c'est de dresser une approche qualitative de la machine synchrone, d'expliquer les grandeurs les idées très générales et afin d'introduire petit à petit les démonstrations qui apparaîtront dans ce cours. Alors, quelle est l'idée de la machine synchrone? Eh bien, prenons tout d'abord un système simple, un aimant, qui peut être représenté par une boussole, qu'on va placer dans un champ magnétique extérieur. Alors, ce champ magnétique peut être celui créé par un enroulement type une bobine, et donc, si on rappelle grosso modo l'allure des lignes de champ créées par cette bobine, on voit qu'au voisinage de l'aimant, on peut faire une hypothèse simplificatrice, si l'aimant n'est pas trop loin du bobinage, qu'on a un champ magnétique B, que j'appelle BS, horizontal, au voisinage du bobinage parcouru par le courant I1. Alors que se passe-t-il quand on met l'aimant, la boussole, dans le champ magnétique créé par le bobinage? Eh bien, on sait que la boussole va s'aligner autour du champ magnétique, et donc cette boussole va s'orienter de telle manière, nord-sud. Alors pourquoi? Eh bien en fait on sait que la boussole, on peut la représenter par un moment magnétique, M. C'est sa représentation finalement en physique quand on fait des démonstrations, on représente l'aimant par un moment magnétique, et on sait que l'énergie potentielle de ce moment magnétique mis dans un champ B extérieur est de la forme moins M scalaire BS. Et comme on sait que l'énergie potentielle, lorsqu'on laisse l'aimant évoluer spontanément, l'énergie potentielle va avoir tendance à se minimiser, et bien le produit scalaire ici, M scalaire B, est maximal lorsque M et B sont alignés, et de même sens, et donc ce qui correspond bien, à l'aide du signe moins, à une minimisation de l'énergie potentielle. Donc la minimisation de l'énergie potentielle mène à l'alignement du moment magnétique M, qui caractérise l'aimant, avec le champ BS. Alors, par quel biais? Ça se fait notamment via le couple gamma égale M vectoriel BS. C'est ça qui va mettre en rotation l'aimant et qui va le faire saigner sur BS. Donc, si on résume la situation, on a un moment magnétique M dans un champ BS créé par le bobinage ici, et le moment magnétique M s'aligne. Notre objectif, nous, c'est de faire un moteur. C'est de créer une pièce mobile qui va tourner. Alors on pourrait se dire, eh bien, si maintenant le champ magnétique BS, on l'oriente dans le sens opposé. Alors comment on peut faire ça? Eh bien, on peut le faire en inversant le sens du courant I1. C'est-à-dire que I1 valait une certaine valeur I, puis au bout d'un moment, on inverse le sens de I1, il vaudra moins I, et donc le champ magnétique créé par le bobinage va passer d'un champ magnétique BS horizontal vers la droite à un champ magnétique BS horizontal vers la gauche. Et donc on peut s'attendre à ce que le moment magnétique M s'oriente également dans le sens de BS, cette fois-ci vers la gauche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va s'orienter en passant par le haut, ou s'il va s'orienter en passant par le bas. Donc ce qui fait que si on crée un champ magnétique BS qui va vers la gauche, qui va vers la droite, qui va vers la gauche, qui va vers la droite, l'aimant va toujours essayer de s'aligner sur BS, mais on ne sait pas s'il va passer par le haut ou par le bas, et donc on n'est pas sûr de pouvoir faire un moteur qui tourne toujours dans le même sens. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on manque de contrôle sur le mouvement de l'aimant. Alors quelle est l'idée? Alors l'idée va être de se dire, bon, ce qu'on pourrait peut-être créer, c'est un champ magnétique BS d'abord dans ce sens-là, puis forcer donc l'aimant
s'aligne dans le sens de BS, puis forcer BS à être, à un moment donné, dans cette direction-là, de telle sorte que le moment magnétique M s'aligne comme ça, avant enfin de forcer BS à être dans ce sens-là, pour que le moment magnétique s'aligne, etc. Et là, on aura bien un moment magnétique qui tournera, puisqu'il ira toujours dans le même sens. Alors, comment faire ça? Eh bien, l'idée, c'est de rajouter un deuxième bobinage, que je vais mettre en bleu ciel ici, perpendiculaire au premier, et parcouru par un courant I2. Alors, regardons comment nous allons commander les différents bobinages. Alors, on représente ici I1 et I2 en fonction du temps. Imaginons que dans un premier temps, on alimente que le courant I1 à une valeur I, et que le courant I2 vale 0. Et bien donc c'est ce bobinage-là qui crée du champ magnétique, et grosso modo, on peut approximer le champ magnétique B comme étant vers la droite. Donc je mets ici au-dessus de mon graphique la direction du champ magnétique B. Et donc l'aimant, la boussole, s'oriente vers la droite. Un instant après, on va couper le champ magnétique créé par I1, mais on va le faire créer par I2. De telle sorte que désormais le champ magnétique est comme ça. Le moment magnétique M s'aligne. Donc on est dans cette phase où I2 est égal à I, et I1 est égal à 0. Maintenant, notre objectif, c'est de faire tourner encore à 90 degrés M vers la gauche, c'est-à-dire d'avoir un champ magnétique comme celui-là, de telle sorte que M s'aligne. Comment faire? Eh bien, il suffit d'annuler la contribution de ce bobinage-là, et de faire que ce soit ce bobinage-là qui crée un champ magnétique, mais dans le sens opposé. Donc, le bobinage 1 est parcouru par un courant I1 égale -I, et on annule le courant I2 circulant dans le bobinage 2. On a donc un champ magnétique qui ici était vers le haut et qui maintenant passe vers la gauche. Et bien vous avez compris maintenant, si on veut finir le mouvement, donc on rappelle que M était parti comme ça et il a fait un demi-tour, il faut maintenant faire le demi-tour pour le retour. Il faut donc créer désormais un champ magnétique B vers le bas. Ça va être I2 qui va le permettre, en imposant I2 cette fois-ci, négatif, égale -I, et en annulant la contribution du bobinage I1. Et donc, on va désormais annuler I1, et le moment magnétique s'alignera vers le bas. On a donc le moment magnétique qui était comme ça, passer à cette direction-là, à cette direction-là, à cette direction-là. Il n'y a plus qu'à revenir à la position de départ, en annulant I2 et en remettant I1 à I. Et là, on a atteint un régime périodique, on est revenu finalement à ce qu'on avait à l'instant initial. Alors, on s'aperçoit donc qu'en ayant deux bobinages perpendiculaires, alimentés par des courants décalés dans le temps l'un par rapport à l'autre, on arrive à créer un champ magnétique tournant sur lequel va essayer de s'aligner la boussole, et donc on arrive à mettre en rotation la boussole, et donc on a créé un moteur. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est ce qu'on appelle un moteur pas à pas. En réalité, créer des courants I1, I2 tels qu'ils sont là, c'est-à-dire un peu en créneau, plus I, 0, -I, c'est possible à l'aide d'onduleurs, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple tout de suite. On peut se dire, est-ce que ce serait pas plus simple, plutôt que d'avoir des courants en créneau, d'avoir un courant sinusoïdal, parce que finalement, le fondamental du signal créneau qu'on vient de dessiner, il ressemble à une sinusoïde, de la même chose que I2. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un courant I2 sinusoïdal? Est-ce que ça peut pas marcher ainsi? Eh bien en fait si. Donc si on simplifie un petit peu notre étude, on a juste besoin d'un courant I1 sinusoïdal et d'un courant I2 sinusoïdal de même fréquence, mais déphasé par rapport au courant I1. Et alors déphasé de combien? Ben, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. On s'aperçoit que quand I1 est nul, il faut que I2 soit maximal. Donc on va avoir un déphasage de pi sur 2
entre le courant circulant dans le bobinage 1 et le courant circulant dans le bobinage 2. Donc si vous voulez, on a deux bobinages décalés spatialement de pi sur 2, un horizontal, un vertical, et parcourus par des courants déphasés de pi sur 2, courant en quadrature. Et bien ça va être la condition pour fabriquer un champ tournant. B, on va créer un champ ici, B, qui va tourner à cet endroit-là, et la boussole essayant de suivre le champ qui tourne, la boussole va se mettre aussi à tourner. Et on remarque quelque chose d'intéressant. Finalement, quand on a fait une période du courant I1, qu'on appelle T, on est revenu à cet endroit-ci qui est, d'un point de vue physique, identique à l'instant initial. C'est-à-dire que le champ BS a fait un tour, le champ B a fait un tour, et donc la boussole qui le suit a fait un tour. Ce qui fait que la période des courants, I1 et I2, elle est égale à la période de rotation de la boussole, ou de l'aimant qui était représenté par le moment magnétique M. C'est-à-dire que la vitesse de rotation va être directement liée à la période des courants I1 et I2 qui circulent dans les bobinages. C'est ce qu'on appelle la condition de synchronisme. Autrement dit, la vitesse de rotation de l'aimant, qui est 2π sur sa période de rotation, va être égale à la pulsation des courants qu'on va mettre dans les bobinages 1 et 2. Pour contrôler la vitesse de la machine synchrone, en fait, on contrôle la fréquence ou la pulsation des courants I1 et I2 qu'on injecte dans les bobinages. Plus la période ici, T, sera courte, moins on mettra de temps pour faire un tour, et donc plus la vitesse de rotation du moteur sera élevée. Donc ça c'est très important, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour la machine synchrone, c'est que la vitesse de rotation de la machine, donc c'est-à-dire de l'aimant qui tourne, est égale à la pulsation des courants, alors qui sont dans les bobinages. Les bobinages sont immobiles, donc on va parler de bobinages statoriques, ils sont statiques. Bobinage statorique, donc on parle oméga, c'est la pulsation des courants statoriques, sous-entendu des courants I1 et I2 qui circulent dans les bobinages du stator. Donc, si on résume, l'idée générale de la machine synchrone, c'est de créer un champ tournant B, alors que j'appelle BS parce qu'il est créé par les bobinages qui sont statiques, donc qui correspondent au stator. Donc l'idée générale de la machine synchrone, c'est de créer un champ tournant BS à l'aide de bobinages qui sont immobiles mais alimentés par des courants sinusoïdaux déphasés et de pulsations petit oméga. Le rotor, qui sera un aimant permanent, une boussole, autrement dit, ou de manière équivalente, une spire parcourue par un courant constant. On sait, d'après nos études en électromagnétisme, qu'une spire parcourue par un courant constant peut être modélisée également par un moment magnétique perpendiculaire à la spire, et donc est équivalente d'un point de vue magnétique à un aimant permanent. Et bien le rotor, ça sera un aimant permanent ou une spire parcourue par un courant, il va essayer de suivre le champ BS, et va donc tourner à la même vitesse que le champ. On arrive donc à ce qu'on appelle la condition de synchronisme, qui est que la vitesse de rotation oméga du rotor est égale à la pulsation des courants statoriques. Et cette vitesse de synchronisme est à l'origine du nom machine synchrone, puisque c'est une machine qui tournera à la vitesse imposée par la pulsation des courants statoriques. Alors, on va le réaliser en pratique pour voir si ça fonctionne bien. Alors, comment faire ? Eh bien, il nous suffit d'avoir deux bobinages. Donc, un bobinage I1, parcouru par un courant sinusoïdal. Eh bien, pour faire ça, on peut mettre par exemple un GBF de tension alternative E. Et il nous faut un deuxième bobinage orienté à 90 degrés, parcouru par I2, qui a exactement la même fréquence que I1, mais déphasé de pi sur 2. Alors on pourrait prendre un deuxième GBF, mais on arrivera très difficilement, à moins de les synchroniser entre eux, mais sinon on arrivera très difficilement à avoir exactement la même fréquence. Alors le plus simple, c'est de reprendre la tension E, et de la déphaser de pi sur 2, à l'aide d'un montage qu'on appelle le déphaseur, qui peut être dimensionné pour qu'à la fréquence de travail, le déphasage soit exactement égal à pi sur 2, et
qui va créer une différence de phase entre l'entrée et la sortie qui vaudra moins pi sur 2 ici, et qui va permettre un décalage entre I2 et I1, et ça va nous permettre de générer le champ BS tournant, et on va mettre une petite boussole à cet endroit-là, et on va voir ce qui se passe si elle arrive à suivre le champ BS. Alors, juste au passage, donc on va mettre la petite boussole et on va voir l'expérience juste après. De quoi est constitué le déphaseur? On va juste en discuter après. Donc voilà la petite boussole qu'on va mettre et dont on espère qu'elle va suivre le champ magnétique tournant. Le déphaseur, on peut rappeler rapidement, même si c'est pas l'objet vraiment de cette vidéo, sa structure. Bien, on peut utiliser un déphaseur à base d'ampli hop, dont la structure générale est ainsi. Donc on mettra ici la tension E, et la tension S qu'on retrouve en sortie, c'est celle qu'on aura en sortie du déphaseur. Donc voilà le montage. On peut dimensionner les résistances R et C. La condition pour que le déphasage soit de pi sur 2 à la fréquence de travail, il faut que R fois C fois oméga, c'est-à-dire la fréquence de travail, soit égale à 1. Si on a RC oméga égale 1, on aura un déphasage de pi sur 2 entre la sortie et l'entrée, et donc c'est comme ça qu'on calcule les valeurs des composants R et C. C'est un exercice de l'électronique qu'on a déjà vu. Alors, allons-y, faisons l'expérience et voyons ce qu'on observe. Alors on voit ici le schéma du montage rapide, une photo du montage rapide. Là vous avez le bobinage 1, ici vous avez le bobinage 2, donc là ce bobinage va être parcouru par le courant I1, ce bobinage là va être parcouru par le courant I2. On aperçoit ici dans le fond le petit montage déphaseur à base d'amplificateur opérationnel qui permet de déphaser les courants I1 et I2 issus du GBF qui est ici en partie coupé. Et on va placer donc voilà, perpendiculaire, enfin, au croisement des perpendiculaires de chacun des bobinages, la petite boussole, et on va voir ce qui se passe. Donc on s'aperçoit bien sur la vidéo précédente que la boussole tournait pour suivre le champ magnétique B. Alors, on n'a pas montré sur la vidéo le démarrage. En fait, si on met la boussole au démarrage immobile, on s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à suivre le champ B. Donc il faut en fait lui donner une petite impulsion en exerçant sur elle voilà, une petite impulsion. Elle va se mettre à tourner et là elle va réussir à accrocher le champ magnétique qui tourne et réussir à le suivre. Donc ça on y reviendra un peu plus tard, mais c'est important puisque ça correspond à la difficulté du démarrage de la machine synchrone, et on en rediscutera un peu plus longuement, mais en tout cas, une fois qu'on l'a lancée à la main, on voit que la boussole arrive à suivre le champ magnétique, et le mouvement qu'on voit sur la vidéo peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, si on ne touche pas au montage. Alors résumons tout ce que nous avons vu sur la machine synchrone. Une machine synchrone est donc constituée d'un rotor qui tourne à la vitesse oméga. Alors ce rotor peut être soit un petit aimant, une boussole comme nous l'avons vu, soit, comme je l'ai dessiné ici en rouge, une spire parcourue par un courant constant. Donc c'est ce qu'on met ici, au sein duquel le rotor va être constitué de bobinages parcourus par des courants constants. Parfois ces bobinages peuvent être remplacés par des aimants permanents, comme on l'a vu avec l'exemple de la boussole. Et au niveau du stator, on va avoir besoin de plusieurs bobinages, décalés spatialement. Ces différents bobinages, on les appelle des phases, et ces différents bobinages sont parcourus par des courants sinusoïdaux de pulsation petit oméga. Ce sont les courants IS2 et IS1 que nous avons représentés ici. IS1 et IS2 étant sinusoïdaux et déphasés l'un par rapport à l'autre. Alors ici, on a présenté une machine à deux phases, bobinage 1, bobinage 2. La plupart des machines qu'on utilise sur le réseau EDF sont des machines triphasées, c'est-à-dire qu'il va y avoir la phase 1, la phase 2 et la phase 3, donc 3 bobinages au lieu d'être séparés de pi sur 2, qui sont séparés chacun de 2 pi sur 3, mais en fait le principe ne change pas, et pour des questions de simplicité de calcul, on va s'intéresser uniquement ici à des machines à deux phases perpendiculaires, la phase 1 et la phase 2.
Alors la machine qu'on a présentée et dont on a fait l'expérience est une machine simplifiée. En général, on veut vraiment maîtriser la valeur du champ magnétique, on veut vraiment canaliser pour vraiment maîtriser sa localisation, quelles sont la forme de ces lignes de champ, et donc pour ça on va utiliser des matériaux ferromagnétiques. Ce qui fait que le vrai schéma d'une machine synchrone va utiliser des matériaux ferromagnétiques. Donc on va avoir le stator, qu'on va représenter ici, qui est un bloc de matériaux ferromagnétiques. Et dans le stator, on va représenter les enroulements IS1 et IS2 précédents. Alors IS1, on va le représenter comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le même que ce courant IS1, c'est juste qu'il est bobiné comme ça, il redescend, il repart comme ça. Et donc nous, si vous voulez, si on avait une vue en perspective, on verrait que IS1 vient comme ça, en extrémité il redescend, et il repart, et à l'extrémité il remonte. Mais nous, on fait une coupe perpendiculaire, on voit le courant IS1 venir vers nous, on pourrait imaginer qu'il redescend ici comme ça, et qu'il remonte au bout, mais ça on ne le dessine pas. On voit le courant IS1 qui vient vers nous, il redescend, et il repart. Donc voici comment on dessine IS1, et en fait, on peut même imaginer qu'il y ait plusieurs, on en reparlera, qu'il y ait plusieurs enroulements comme ça de IS1. Mais pour l'instant, on en dessine un seul. Donc voilà, IS1, donc c'est une nouvelle représentation, mais elle est strictement équivalente au bobinage précédent IS1. De la même manière, on va avoir IS2, mais qui va être bobiné, lui, perpendiculairement. Donc le courant IS2 est comme ça. De la même manière, il vient vers nous. Il traverse perpendiculairement ici comme ça, mais ça on ne le représente pas, en extrémité de la machine, et il repart. Donc ces courants IS1 et IS2 sont fixés au stator, ce sont des bobinages immobiles, et le rotor, lui, sera une pièce de ferromagnétique, que je vais dessiner en noir également. Vous voyez, ici comme ça. Alors il faut imaginer que la machine, en fait, se prolonge en perspective comme ça sur une longueur L, mais que je ne dessine pas. Ici, on ne dessine qu'une coupe de la machine. Donc ici, vous avez le rotor, qui est aussi un matériau ferromagnétique, et dans lequel il va y avoir le bobinage incrusté, le bobinage IR. Le bobinage parcouru par le courant IR, qui est ce bobinage-là, qui de la même manière vient vers nous, repart, etc. Donc vous avez le rotor qui est un matériau ferromagnétique, le stator qui est aussi un matériau ferromagnétique, et vous avez des bobinages fixes au stator mobile au rotor, IS1, IS2, IR. Donc IS1 et IS2, j'ai rajouté l'indice S pour bien préciser que ce sont des bobinages au stator. Entre les deux, vous avez l'entrefer. Et on verra comment calculer les champs magnétiques qui apparaissent dans l'entrefer, et ça va être ça, le cœur du calcul du couple de machines synchrones. Parce que ce qu'on a vu auparavant, c'était une étude simplifiée, qui permettait de comprendre les grandes lignes de la machine synchrone. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rentrer dans le détail des champs magnétiques dans la machine à base de ferromagnétique, et quels sont les champs magnétiques qui interviennent, quelle est l'énergie magnétique stockée, et ensuite pour en déduire le couple que développe cette machine et retrouver la condition de synchronisme. Alors, juste si on fait un point, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du stator, on est mécaniquement immobile, mais les bobinages sont parcourus par des courants électriques variables. Alors qu'au niveau du rotor, on est mécaniquement mobile, mais les bobinages sont parcourus par des courants électriquement constants. Donc en gros, dans la machine synchrone, soit on ne bouge pas, mais électriquement on est parcouru par des signaux variables, soit on bouge, on est le rotor, mais on est parcouru par des courants fixes. C'est le principe général de la machine synchrone qu'on va étudier plus en détail dans la suite.